Thème 2, chapitre 3, mouvement d'un système. Donc on va juste voir ensemble le TP, l'activité expérimentale sur le lancer franc. Donc il faut d'abord charger la vidéo. Donc vous connaissez maintenant la procédure. Fichier, ouvrir. On va chercher le dossier où on a enregistré la vidéo, le type de fichier, image et vidéo, et on trouve la vidéo. Le point de départ, on regarde défiler les images. On ne va s'intéresser qu'au mouvement du ballon. Donc il faut bien faire attention à une chose, c'est que donc le ballon, il ne va être soumis a priori que à son poids, à partir du moment où il va être lâché par la main. Donc je vais choisir l'image 8 comme image de départ, et je coche l'image choisie associée au système, associée au repère constitue l'origine des dates t égale 0. Et je sais que par la suite, je m'arrêterai juste avant que le ballon ne rentre dans le panier, donc à l'image 35. Donc je remets l'image de départ, et c'est bien celle-ci que je vais choisir comme image de départ. Il faut que je fasse un étalonnage. L'étalonnage, je vais le faire sur la première image. On me dit qu'il y a 3,05 m entre le bas et le haut du panier. Donc je vais noter la valeur de 3,05 m dans l'étalonnage vertical. Attention, le mouvement se fait de la droite vers la gauche. Donc je vais choisir l'abscisse croissante vers la gauche. Et je valide. En cliquant, donc je vois que le repère apparaît. Je me remets à l'image de départ. Donc j'ai choisi l'image 8. Je vais placer mon repère correctement à partir de cette position de la balle. Et je vais m'appliquer à chaque fois puisque la précision des mesures est surtout liée à la précision de mon pointage. Cette image constitue l'origine des dates et je peux maintenant commencer le pointage. J'ai l'outil zoom qui peut me permettre d'être un peu plus précis et je peux faire le pointage au fur et à mesure. Et je m'arrête donc à l'image 35 où le ballon rentre dans le panier. J'appuie sur arrêter le traitement et je peux baisser la vidéo et aller dans le tableau de mesure. Déjà vérifier si les valeurs ont été reportées. Donc j'ai 28 points qui ont été reportés et je peux aussi voir déjà des infos sur le graphique. Donc en suivant le document, on me demande de retrouver la vitesse donc selon l'axe X, selon l'axe Y. Donc il va falloir qu'on crée deux nouvelles grandeurs sur les colonnes D et E. Donc on va aller dans affichage, traitement des données et on va définir ces nouvelles valeurs. Donc on va d'abord définir Vx par exemple. Le signe égal se met automatiquement. Et on peut donc rentrer soit les formules des différentes cases que l'on va souhaiter utiliser.
On peut donc remplir directement ici. On peut aussi directement utiliser la colonne, donc en double-cliquant dessus et en définissant donc la valeur Vx, par exemple, qui bien sûr va s'exprimer en mètres par seconde. Et que je vais pouvoir compléter. Donc c'est cette méthode-là que je vais choisir pour l'instant, mais je peux très bien aussi le compléter dans le tableau à gauche. Vous vous souvenez que pour déterminer la vitesse en un point, il faut avoir la position qui suit et la position précédente. Donc je ne pourrai pas compléter ni la première ligne, ni la dernière. Donc je vais commencer chaque fois ici donc sur la deuxième ligne. Je remplis donc ici directement ma formule, égale, et donc attention de ne pas se tromper de colonne, donc c'est les positions de x qui m'intéressent. Donc je vais utiliser des parenthèses. Donc on a cette position moins celle de départ. Et je vais diviser par l'intervalle de temps, donc en faisant aussi l'intervalle sur la durée, de la même manière. Je vous signale simplement qu'on peut aussi nommer directement les cases, si vous souhaitez directement le taper, par exemple à la place de cette case donc, sur laquelle j'ai cliqué X3, on peut très bien taper B3. Et on valide, on a les valeurs, on déroule jusqu'à l'avant-dernière, on reproduit la même chose pour la vitesse selon Y. Donc sans grande originalité, je vais l'appeler VY. En mètres par seconde aussi. Et je vais à nouveau rentrer la formule, mais cette fois-ci avec les variations de Y. Que je divise par la durée. Et j'obtiens les valeurs suivantes. On va un petit peu analyser ces deux premiers graphiques. Donc on va se reporter dans la partie graphique. Alors déjà là pour l'instant on a x et y. Donc x, si on prend dans l'ordre x en fonction de t, on voit très bien que c'est une droite qui a l'air linéaire. Y, on va changer de couleur pour que ce soit un petit peu plus visible. Donc on voit que l'altitude en fait, puisque y c'est un axe vertical, augmente puis diminue. On va s'intéresser cette fois-ci aux variations de vitesse. Alors je vais sélectionner les deux vitesses en même temps, puisque regardez, si j'en sélectionne qu'une, en fait le logiciel a une échelle automatique. Alors là, comme la variation n'est pas très importante, on a l'impression que ça varie beaucoup, mais regardez, si j'active les deux, vous voyez en fait la vitesse ici Vx qui est en rouge ne varie pratiquement pas. Alors qu'on voit que la vitesse selon Y, elle n'arrête pas de chuter et de diminuer. Alors au lieu de rester avec ces modèles qui sont des modèles point par point, on peut très bien utiliser la modélisation. Donc on va aller dans affichage, modélisation. On va modéliser chacune des courbes. Donc on va modéliser Vx. Vx, on a l'impression que c'est une droite qui reste constante. Donc on va chercher une droite avec simplement donc Vx égale B. Et on a une droite donc, qui passe à peu près par les points. On voit que c'est tout à fait acceptable. Pour Y, donc pour Y, là on voit que c'est une droite qui est décroissante. Donc là, on va sélectionner ici, cette fois-ci, VY. Je ne touche pas à l'intervalle et on va choisir une droite. Et là, on voit très bien qu'on a aussi une modélisation qui a l'air tout à fait convenable.
concernant cette droite. Alors maintenant, ce qui est important, c'est l'interprétation. Comment on peut interpréter ça? Eh bien, la vitesse selon l'axe X, en fait, on voit qu'elle reste constante. Donc en fait, le ballon, selon l'axe X, sa vitesse n'augmente pas. Par contre, selon Y, la vitesse diminue, donc ça c'est logique, on voit qu'elle passe à 0 et qu'elle devient négative, et qu'elle augmente dans le négatif. Donc ça veut simplement dire que dans cette première phase, la vitesse de la balle diminue. Là j'ai atteint ce qu'on appelle la flèche, c'est-à-dire le sommet de la courbe, et ensuite la vitesse va augmenter à nouveau. Pourquoi dans le négatif? Puisque la balle retombe. Donc voilà les différentes variations qu'on peut avoir. Donc le modèle a l'air de bien coller par rapport à notre pointage. Donc je vais l'enlever pour l'instant, on va rester sur ces points réels et on va continuer puisqu'on n'a pas fini. Ça c'est possible pour un élève de seconde, on va dire, mais nous en première, on va voir les variations de vitesse. Donc on va rajouter deux colonnes, une première colonne qui va déterminer la variation de vitesse selon x et la variation de vitesse selon y. Alors la variation c'est delta, donc il nous faut l'alphabet grec. Pour afficher l'alphabet grec, vous avez dans affichage alphabet grec, l'alphabet qui apparaît, delta c'est un delta majuscule, donc je vais cocher majuscule, et j'ai delta qui apparaît ici, et je vais pouvoir le réutiliser. Donc je vais créer la nouvelle grandeur, qui s'appellera donc delta Vx. Une variation de vitesse, c'est toujours en mètres seconde moins 1. Je vais tout de suite préparer la variation de vitesse selon y. Toujours en mètres seconde moins 1. Dans l'unité, vous pouvez taper un petit peu ce que vous voulez, hein, donc ne vous embêtez pas, il acceptera toujours. Par contre, les grandeurs, il faut des fois faire attention. Delta Vx, donc c'est la variation de la vitesse. Donc c'est toujours la même histoire, une variation, c'est la vitesse après moins la vitesse avant. Donc ici, par exemple, cette case, je ne peux pas la compléter puisque je n'ai pas la vitesse avant. Donc là, il faut que je saute deux lignes. Je vais laisser deux lignes de libre et à la fin, pareil, on aura une première et cette ligne-là supplémentaire qui sera vide, puisqu'on ne pourra pas la compléter. Donc ça va correspondre à quoi? La variation de vitesse selon x. Donc pour cette case-là, et bien tout simplement, ça va être la vitesse après, donc Vx après, moins Vx avant. Et je fais le calcul, et je vais le reproduire directement à la suite. Et voilà mon résultat. Et je fais la même opération pour la vitesse, les variations de vitesse selon y. Donc on commence toujours le calcul par égal. Donc c'est la vitesse après moins la vitesse avant. Et là aussi on a un résultat qu'on va dupliquer et qu'on va essayer de traduire. Donc on va chercher maintenant les graphiques pour essayer de leur donner un sens. Alors qu'est-ce que je peux remarquer? On va juste changer de couleur pour que ce soit un petit peu plus lisible. On va prendre du vert pour delta Vx. Et je vais changer avec du magenta pour delta Vy. Delta Vx, on voit que les valeurs sont à peu près proches de 0. Donc en fait, a priori, on n'a pas de variation de vitesse selon l'axe X. On va modéliser ça par une droite, sans coefficient directeur, donc simplement égal B. On ne reclique pas là-dessus, on clique directement sur modéliser, et on voit qu'on est voilà, en 0,0114, puisque c'est 11,4 10 puissance moins 3. Donc on peut pratiquement
se dire qu'on est à 0 en fait, hein, en valeur moyenne. Donc une variation de vitesse selon x qui a priori est nulle. Qu'est-ce que ça veut dire? On a vu d'après le cours que a priori ça correspond à une somme des forces qui doit être nulle. Donc tout simplement le message est le suivant, c'est qu'il n'y a pas de force qui agit selon x. Voyons ce qui se passe selon y. Donc selon y, on voit que ça reste aussi à peu près constant. Alors bien sûr, il y a des variations. On a fait des mesures point par point, ça vient des pointages. Mais on voit que là, on ne tourne pas autour de 0. Donc là, on va faire là aussi une modélisation de delta Vy par une droite. On va chercher une valeur constante. Et on a le modèle qui là ne peut pas être équivalent à 0. Hein. Donc on a une valeur, a priori. Donc on a une variation de vitesse selon y. Et donc cette variation de vitesse selon y, eh bien, me dit quoi? Que la variation de vitesse, donc elle n'est pas égale à 0. Donc si elle n'est pas égale à 0, ça veut dire que la somme des forces selon y n'est pas égale à 0 aussi. Donc ça veut bien dire qu'il y a une force qui agit selon y. Alors quelle est cette force? Je pense qu'il n'y a pas besoin de réfléchir beaucoup pour rapidement comprendre que c'est le poids de la balle qui agit selon cet axe y. Donc on vient de démontrer à travers ce pointage vidéo que en fait il n'y a pas de force qui agit selon l'axe x, mais il y a a priori des forces qui agissent sur l'axe y. Et quelles sont ces forces a priori? Eh bien, ce sont la seule force qui agit sur le ballon, c'est le poids. Donc on pourrait indirectement retrouver l'intensité du poids, hein, la norme du vecteur poids, mais on ne va pas aller jusque-là. Donc c'est déjà quelque chose d'intéressant en termes de valeur. Alors juste pour info, petit bonus, on va essayer de calculer les valeurs de la vitesse de la balle directement. Donc ça fait déjà un tableau qui est assez bien rempli. On va encore le compléter une fois, ici avec une case supplémentaire. Donc là j'ai recoché, on peut les cacher hein, si jamais on veut les cacher. Alors on n'efface pas, hein. On ne fait que cacher simplement les valeurs. Je vais garder Vx et Vy puisque c'est celles que je vais réutiliser, donc autant les garder ici pour les calculs. Et donc je vais recréer une grandeur qui va être donc cette fois-ci, alors pour changer, on aurait pu le compléter directement là, je vais simplement changer de méthode. On va aller dans traitement des données. Je vais créer une nouvelle colonne qui va s'appeler cette fois-ci tout simplement V, la vitesse de la balle. Alors, comme j'ai une vitesse selon x et selon y, il va falloir que je fasse une composition des vitesses. Donc, une formule à connaître, c'est simplement que la vitesse au carré doit être égale à la vitesse selon x au carré, donc vx carré plus vy carré. Alors nous, comme on veut v, on ne veut pas v carré, donc il faudra faire la racine carrée de tout ça. Je rappelle, la racine carrée, c'est la puissance 1/2. Donc on va déjà taper la formule. Donc ça va être vx au carré, donc Vx le plus simple aussi, ça peut être de taper Vx fois Vx, hein, tout simplement, comme c'est le carré. Donc Vx carré plus Vy carré, donc Vy fois Vy. Donc là on a Vx carré plus Vy carré, et tout ça je vais en prendre la racine carrée. Donc la racine carrée, c'est la puissance 1/2, donc c'est la puissance 0,5. Et ça va se calculer, donc ça reste une vitesse, en mètres par seconde. Il suffit de cliquer ensuite sur calculer. Il va réafficher les autres colonnes, donc il ne faut pas s'inquiéter. Hein. Il ne fait rien de plus par rapport à tout ça. Et donc là, on a l'évolution de la vitesse de la balle au cours du temps. Voyons donc déjà les valeurs. Elles sont en train de diminuer puisque la balle monte. Et ensuite, ça réaugmente puisque la balle redescend. Alors sur le graphique, visuellement, qu'est-ce que ça peut donner? Vous voyez que ça donne cette courbe-là.
qu'on ne va pas chercher à modéliser, mais si on voulait un modèle, ben, on peut utiliser les valeurs modélisées. Donc ici, j'ai la valeur de la vitesse modélisée que je vais pouvoir utiliser et qui va être simplement à copier. Voilà, on ne va pas s'embêter, on va le copier simplement. Et attention, donc on va utiliser les valeurs modélisées. Donc ça va être des Vx avec un indice petit m, qui sont les valeurs qui ont été calculées juste au-dessus. Donc c'est des valeurs modélisées que je rajoute simplement ici. Et je vais quand même changer. Donc souvent il met UA comme unité arbitraire, mais on va simplement changer les valeurs et on va les mettre en mètres par seconde moins 1. Et si je refais faire le calcul, donc vous voyez c'est cette courbe qui apparaît là. Et donc là, on a bien l'évolution de la variation de la vitesse de la balle au cours du temps. Donc sa vitesse diminue puisque la balle monte, et ensuite elle va réaugmenter puisque la balle redescend en retombant vers le panier. Alors si vous arrivez à faire tout ça, vous avez déjà une étude très très complète. Par contre, vous retenez les infos importantes là sur le vecteur variation de vitesse. Donc là, on lui a donné un sens. Pas de variation de vitesse selon x, donc delta Vx égale 0. Ça veut dire pas de force selon l'axe x. Et par contre, selon l'axe y, on a une valeur, alors qui est peut-être pas très importante, mais on a une valeur, c'est pas proche de 0. Donc ça veut dire qu'on a une force qui agit, et cette force, donc, c'est le poids. Donc essayez de refaire ça tranquillement chez vous, et je vous souhaite un bon travail, parce que voilà, il y a quand même du travail, suivez la méthode pas à pas, mais c'est quelque chose d'important. Bon travail!